Salut! Alors on se retrouve après les réveillons. À ce titre, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, qui vous apporte joie, santé, prospérité, bonheur, que cette nouvelle année voit la réalisation de vos projets personnels, familiaux, professionnels. Et sur notre chaîne, ce que nous allons faire, nous allons aborder le filtrage, puisque dans un ampli, on introduit des filtres qui sont au cœur de toute l'électronique analogique. A tout de suite! Alors quand on construit un ampli, cet étage qui est ici, que j'ai redessiné, qui est un étage, un amplificateur élémentaire en classe A, on a introduit un certain nombre de filtres, que ce soit les filtres en entrée, ces condensateurs de découplage, ce filtre ici qui a pour vocation de réduire les ondulations, enfin du moins les ondulations sur l'étage d'entrée, ou parfois on a aussi des filtres qui sont liés à des éléments que l'on n'introduit pas, qui sont involontaires, qui peuvent être liés, comme on l'avait vu, à des capacités parasites comme cela sur les triodes. Tous ces filtres en fait concourent à faire tourner les phases et je voudrais vous sensibiliser dans cet épisode et dans les épisodes futurs au problème des modifications de la phase dans un amplificateur, parce qu'un ampli, quel qu'il soit, le mieux conçu qu'il soit, a pour propriété de faire tourner les phases. Donc nous ne reproduirons pas, comme on l'avait vu sur la vidéo, lors de la vidéo, pardon, concernant la distorsion, tout ampli va introduire une distorsion liée au fait qu'il ne reproduit pas exactement les phases, parce qu'il va traverser un certain nombre de composants réactifs ou capacitifs qui vont avoir pour effet de modifier les phases. Alors, dans les filtres qui nous intéressent, on va étudier aujourd'hui, premièrement, le filtre d'entrée, qui est un filtre passe-haut, et on va voir pourquoi c'est un filtre passe-haut. Et dans une vidéo, on s'occupera du condensateur de découplage. Le filtre qui est ici, qui a pour vocation, dirons-nous, de réduire les ondulations sur les tâches d'entrée, on l'étudiera quand on traitera le sujet des alimentations que nous n'avons pas abordé, même si on a pu faire une vidéo par ailleurs concernant le régulateur à tube. Quoi qu'il en soit, on va se concentrer uniquement pour l'instant sur ce filtre-là. Alors tous ces filtres ont une propriété, ce sont tous des filtres du premier ordre. Ce sont des filtres du premier ordre. La formule de tous ces filtres, quels qu'ils soient, c'est très facile, c'est 1 sur 2π RC qui nous donne la fréquence de coupure. Alors évidemment, vous pouvez dimensionner vos filtres avec la fréquence 1 sur 2π RC, comme cela. Mais on va voir dans cette vidéo d'où sort cette formule, pourquoi on arrive à ce résultat, et surtout on va essayer de la résoudre avec des vecteurs de Fresnel. Je vais vous écrire ça ici, avec des vecteurs de Fresnel. Qui ont pour effet de représenter les filtres au moyen de flèches, comme cela. Ce qui permet de faciliter les calculs, enfin ou du moins d'appréhender les filtres de manière graphique. Alors il y a deux raisons à ça. D'abord parce que la littérature abonde de ce genre de représentation, enfin la littérature historique sur les tubes, ça évite l'utilisation des nombres complexes. Et dans cette même vidéo, on apprendra et on va tracer le diagramme de Bode de ce filtre-là, qui va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Dans lequel ici, on aura la fréquence et là, la phase. On va voir comment on va arriver à tracer ce que l'on appelle un diagramme de Bode. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va travailler aujourd'hui avec des vecteurs de Fresnel. C'est que quand on va étudier le transformateur ici, l'étude du transformateur appelle à des calculs concernant en particulier l'électromagnétisme et appelle à des calculs, on va dire, assez lourds,
qu'il est plus facile de représenter sous la forme de vecteurs. C'est une façon de travailler, et moi ça va surtout me faciliter la vulgarisation du transformateur qui, comme je ne cesse de le répéter, est au cœur des montages à tubes, puisque on a pu le constater dans la première vidéo, enfin dans les vidéos précédentes, pardon, vous ne pourrez pas réaliser un bon ampli avec un mauvais transfo. Néanmoins, il n'en reste pas moins vrai que quel que soit le transformateur que vous avez utilisé, il faut comprendre le fonctionnement, les limitations, les particularités. Et ça, on le fera avec des vecteurs de Fresnel. C'est ça l'objet de cette longue introduction. Donc là, je viens de redessiner la triode du premier étage, qui elle-même d'ailleurs ressort vers un autre filtre ici, de la même nature, hein, comme cela. Alors, sur cette triode, ici, on avait une tension sur la cathode qui était de l'ordre de 1,2 volts, si mes souvenirs sont bons. Il y a quelque chose comme 1,2 volts ici. Ce qui veut dire que comme ici on a 0 volts, ça implique une chose, cela implique que nous n'avons pas de courant ici. Ce filtre-là ne sort pas de courant. Donc, du fait que l'on n'a pas de courant qui est tiré dans la triode par ici, on peut d'ores et déjà retirer le tube, ici, qui n'a aucun intérêt pour l'étude. Et on va se concentrer maintenant sur l'étude de ce filtre-là. Alors ce filtre-là, il est composé d'un condensateur, ici, suivi d'une résistance. Alors avant même de rentrer dans l'étude, il faut déjà s'interroger sur quel type de filtre, à quel type de filtre nous avons affaire. Alors ça paraît évident, bien sûr. L'idée, c'est de venir rechercher ici, entre la tension d'entrée et la tension de sortie, son comportement. Alors, quand on étudie un filtre, la première des choses, il faut identifier le filtre, évidemment. Deuxièmement, il faut comprendre son comportement en fréquence. Et enfin, son comportement en phase. Voilà. Identifier le type de filtre, connaître son comportement en fréquence, connaître son comportement en phase. Alors pour identifier ce filtre-là, il faut faire ce qu'on appelle une analyse qualitative. On va s'intéresser à deux choses. On va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand la fréquence est très basse, pour ainsi dire, la fréquence, on va dire, de πf est égale à oméga. On va considérer qu'est-ce qui se passe quand la fréquence est très faible, c'est-à-dire quand la fréquence tend vers 0. Quand oméga tend vers 0. Si on vient ici mettre une tension alternative. Il faut savoir que tous les filtres, et d'une manière générale, toutes les études que l'on va mener sur cette chaîne, a priori, se feront dans ce que l'on appelle un régime, je vais vous l'écrire ici, on va faire ça en régime sinusoïdal forcé. Qu'est-ce que ça veut dire un régime sinusoïdal forcé? Ça veut dire qu'on va venir ici avec un générateur BF, ce qui correspond au manip en laboratoire. On va imposer au système une fréquence sinusoïdale. La deuxième hypothèse, c'est qu'ici, en sortie, on n'a pas de courant. Il n'y a pas de courant qui sort, ce qui correspond d'ailleurs exactement à l'utilisation dans le mode nominal de la triode. On verra que ce mode nominal de la triode, il y a des cas où on va sur ce filtre sortir du courant et on va voir la conséquence après, quand le tube entre en courant gris. Alors, revenons à ça. Quand la fréquence est égale à 0 ou tend vers 0, comment peut-on simuler ce filtre? Eh bien, quand on est dans ce cas-là, on peut dire qu'ici, nous avons un circuit ouvert. C'est-à-dire, on peut remplacer le condensateur par un circuit ouvert. Pourquoi? Parce qu'un condensateur en continu, c'est un circuit ouvert. Dans ces cas-là, à quoi est égal S ici? Ben, c'est facile, S est égal à 0. Donc E sur S, pardon, sortie sur entrée est égal à 0.
Ici, on a 0 en sortie quand la fréquence est basse. Quand la fréquence est très élevée, c'est-à-dire on va dire quand la fréquence tend vers plus l'infini, donc elle monte en fréquence. Comment peut-on simuler ce filtre? Le condensateur ici, dans ces cas-là, on peut le représenter cette fois comme un circuit fermé. Parce qu'un condensateur en haute fréquence, c'est un circuit fermé. Donc quand la fréquence est très élevée, la tension aux sorties, ça se voit directement sur le schéma. La sortie est égale à l'entrée, ce qui veut dire que le rapport S sur E, on va dire, est relativement égal à 1. Ce que l'on voit là, c'est-à-dire que ici, la sortie est égale à l'entrée, à peu près égale en fait. Évidemment, ça c'est symbolique. Alors à partir de là, qu'est-ce que l'on peut déduire de ça? On peut déduire que si on trace une courbe, enfin si on trace quelque chose comme cela, ici avec la fréquence et là le rapport sortie sur entrée, on voit qu'on va arriver maximum à 1 déjà en haute fréquence et qu'en basse fréquence on a 0. Voilà ce que l'on va obtenir. Quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire que ici, tout ce qu'il y a là est raboté. Donc le fait que l'on ait ça, ça identifie que l'on a un filtre de type passe haut. Ça, c'est quelque chose qui va bien évidemment nous limiter le bas de la bande. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va s'interroger au laboratoire et on va faire l'expérience tout de suite au labo. Ici, j'ai construit un filtre, moi, au labo, comme cela, dans lequel là, j'ai mis un condensateur de 10 nanofarads et une résistance de 10 kΩ. Voilà, j'ai un truc qui fait 10 nano, 10 kg. Et on va aller regarder ça au laboratoire. Alors, ici, on va mettre le canal 1 de l'oscilloscope. Là, en sortie, on va mettre le canal 2. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on vient rentrer avec un générateur. Pour ça, on va faire deux mesures qui correspondent à peu près à ces deux trucs-là. C'est-à-dire, on va faire une mesure ici à 50 Hz. Et là, on va faire une mesure à 50 kHz. Alors ici, j'ai un condensateur de 10 nanofarads associé à une résistance de 10 kΩ. Là, on a l'entrée du filtre, là, on a la masse, et j'ai deux sondes de scope. Donc, une sonde de scope branchée ici à la sortie du filtre, et une sonde de scope branchée à l'entrée du filtre. Alors, si maintenant on regarde sur l'oscilloscope, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'à 50 Hz, j'ai à peu près 90 degrés. Et j'ai un niveau très faible, en fait, en sortie du filtre. On peut le mesurer, d'ailleurs. Je vais mettre la valeur en RMS. Voilà, j'ai 100 millivolts pour 3,45 volts en entrée. Donc maintenant, ce que l'on va faire la même mesure que cela. On va basculer à 50 kg. Voilà, à 50 kg, les deux courbes sont confondues, ce que l'on voit ici. Ici, les deux courbes sont confondues et on voit que la phase est à 1,9 degré. Bon, elle est proche de 0 degré. La raison pour laquelle on a ça, c'est qu'en fait, il faudrait faire une mesure, en fait, dans ces cas-là, différentielle avec les deux sondes de scope, ce que je vais vous faire apparaître tout de suite. Et vous voyez d'ailleurs que les deux sondes de scope indiquent qu'elles ont le même déphasage. En conséquence de quoi, on peut dire véritablement que l'on a 0 degré entre l'entrée et la sortie. Alors maintenant, on en a fini avec ça, on a bien vu, et là on a les mêmes niveaux à l'entrée et à la sortie, hein, pour ainsi dire, à peu de choses près, quoi. On a à peu près les mêmes niveaux, à 50 kg. Donc ce filtre, on peut dire que c'est véritablement un filtre passe haut, et là les courbes sont véritablement confondues. Si j'agrandis, on voit pratiquement qu'il n'y a aucune différence entre les courbes, ni en phase, ni en fréquence. Donc ça correspond et ça corrobore les éléments de l'analyse qualitative. Ce que nous donne la mesure à 50 Hz, on a vu qu'on avait une trace qui était l'entrée et on avait la sortie qui était donc atténuée, ici fortement, la sortie, par rapport à l'entrée. Et on a vu que le phasemètre, on va dire en fait,
la mesure de phase, elle nous dit qu'à 50 Hz, on a un déphasage ici d'à peu près 90 degrés. On déphase de 90 degrés. En revanche, quand on fait cette même mesure à 50 kHz, dans ces cas-là, on va avoir une courbe qui va se confondre ici. Assortie à 50 kg. Elle vient se confondre avec l'entrée. Ce qui veut dire que l'on retrouve bien ce qu'on avait là, 1, c'est-à-dire un rapport 1, et ici on a un déphasage de 0,2, à peu près 0 degré. Donc aujourd'hui on peut déjà tracer une courbe comme ça en disant on a un filtre qui à 0 Hz, on va dire en haute fréquence pour ne pas dire l'infini, on part, ici on fait un gain de 1, voilà, là la phase est à 90 degrés, ici la phase est à 0 degré, on va dire qu'on va avoir quelque chose qui va faire ça, la phase. Parce que cet écart que vous voyez ici, là, cet écart qui est ici, c'est le déphasage. Donc on retrouve cette courbe que vous voyez ici, je vais me mettre là plutôt, voilà. C'est-à-dire un filtre passe haut avec la phase qui passe de 90 degrés à 0 degré. Alors on est pratiquement arrivé à dessiner le filtre. Bon, évidemment, la forme de la courbe, je la connais. Avec ce qu'on vient de faire là, vous ne pouvez pas forcément le deviner. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va s'intéresser à plusieurs choses là-dessus. On va dire, est-ce qu'il est possible, de façon simple et rapide, de déterminer deux choses, même trois choses. Premièrement, l'impédance d'entrée. Son impédance d'entrée. De ce filtre. Deuxièmement, sa fréquence de coupure. Sa fréquence de coupure. Impédance et fréquence de coupure. Alors la fréquence de coupure d'un filtre, elle est donnée ce que l'on appelle à 3 dB. C'est pas un hasard si on utilise 3 dB. Ça ne veut pas dire que le filtre n'est pas actif au-delà de 3 dB, ça veut dire qu'on considère sa fréquence de coupure à 3 dB. Alors, comment calculer l'impédance d'entrée et qu'est-ce que l'impédance d'entrée? Alors l'impédance d'entrée, quand on parle d'impédance d'entrée, ça consiste à savoir ce que voit en fait la source, en l'occurrence pour nous ça sera une source audio, mais ça peut être un étage qui précède, qu'est-ce qu'il voit ici, vu d'ici. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'il voit? Alors ça c'est assez facile, puisque qu'est-ce que l'impédance d'entrée? Ici il va y avoir un courant, et là il y a une tension. Donc l'impédance ici, ça n'est jamais que la tension divisée par le courant. C'est la loi d'Ohm, la tension divisée par le courant. Alors ce qu'on pourrait faire, on peut être tenté évidemment, de dire, ben, là c'est très facile, il suffit de faire, je rappelle que la réactance d'un condensateur, donc c'est 1 sur C oméga. Alors, on peut se dire, je vais additionner 1 sur C oméga plus R, et là j'ai l'impédance. Parce qu'évidemment, là on a un courant, une seule maille, pardon, facile. Ben ça c'est faux. Cette formule-là, c'est strictement faux parce que vous ne pouvez pas additionner des composants, c'est-à-dire des composants réactifs ou capacitifs avec des composants comme les résistances qui sont réels ensemble parce que vous devrez additionner ça en quadrature. Alors pourquoi doit-on additionner en quadrature et quelle est la formule qu'il faut appliquer? Alors il faut savoir que là pour l'instant je n'ai pas utilisé de nombres complexes. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de travailler avec des vecteurs de Fresnel. Évidemment si on écrit ça avec des complexes, l'équation va être juste parce que dans ces cas-là ce qu'on a le droit d'écrire c'est
1 sur JC oméga plus R est égal à Z. Ça, l'équation est vraie. Mais j'utilise pas de nombres complexes à dessin. Pourquoi? Parce que quand on va étudier le transformateur, on va principalement utiliser des vecteurs. Parce que c'est quand même plus facile de travailler avec des vecteurs, paradoxalement, que de travailler avec des nombres complexes. Encore que, à titre personnel, je trouve que, et ça c'est moi, je trouve que quand on travaille avec des vecteurs et qu'on reste en algèbre classique, on va dire, c'est infiniment plus lourd de résoudre un filtre aussi élémentaire. Mais là, on va le faire pour l'exercice de style. On va surtout essayer de comprendre pourquoi on a ce déphasage. On va reprendre, qu'est-ce qu'une fonction sinusoïdale? Donc je viens de dessiner ici un cercle. On va faire ça comme ça. Donc un cercle, évidemment, c'est 2π, hein, 2π multiplié par le rayon. Donc le oméga, c'est ici, c'est-à-dire oméga égale 2π qui multiplie la fréquence. C'est-à-dire c'est la rotation rapide dans le sens trigonométrique ici d'un vecteur placé d'un vecteur comme cela. Ça, c'est ce qui va nous donner une fonction sinusoïdale. On va pouvoir le démontrer tout de suite. Pourquoi? Parce que si ici je trace quelque chose comme cela, quand le vecteur est à 0 degré, j'ai un point ici, là, j'ai un point là, 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 là. Voilà. Et là maintenant, je peux tracer tranquillement ma fonction sinusoïdale. Voilà, ça c'est une fonction sinusoïdale ici. Et cette fonction, en fait, par rapport à l'oméga, ça c'est si on est parti à 0. D'accord? Mais on peut parfaitement imaginer, et on va non seulement parfaitement l'imaginer, mais on va le voir tout de suite, que le signal démarre par exemple ici. Alors ici évidemment on a 0, là on a pi sur 2, pi, que au lieu de démarrer à 0, on va démarrer ici, c'est-à-dire à moins 90 degrés. Hein. Parce que là on a 0, 90, on va dire 180 ou 270 degrés, ça dépend comment, on va dire 270 degrés, moins 90 degrés, on va démarrer à moins 90 degrés, disons. Si on démarre à moins 90 degrés, qu'est-ce qui se passe à t de 0? On a un point ici, là, le vecteur va venir là, il va avoir un point là, ensuite un point ici, un point là, ensuite, pardon, un point ici, après, un point là, ici, 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 ici. Et là, on va pouvoir tracer tout de suite la courbe. Voilà. Ça, ce déphasage que vous avez là, ce déphasage que l'on voit ici, parce qu'on voit bien qu'ici, on a un déphasage entre les... On voit bien qu'on a un déphasage ici. Ce déphasage ici, c'est 90 degrés. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, très exactement le déphasage que l'on a observé quand on était lié, quand on a fait la mesure, pardon, de ce filtre-là. Quand on a mesuré ce filtre-là, on a vu qu'on avait, en basse fréquence, exactement ce déphasage de 90 degrés. Ce déphasage, en fait, il correspond au départ, en fait, de deux vecteurs comme cela qui vont tourner, et bien évidemment, je vais essayer de dessiner ça en bleu, comme ces vecteurs tournent, vous voyez, on aura toujours un déphasage de 90 degrés, en fait, entre les deux. Voilà. Ici, ou là, ou là, ou là, etc. On a toujours un déphasage de 90 degrés. Ça, ce que l'on appelle ici, c'est pourquoi on appelle ça en quadrature, parce que ce déphasage est déphasé en quadrature, puisque précisément ça représente un quart, tout simplement, du cercle. C'est tout. Alors, fort de ce qu'on vient d'étudier, on pourrait très bien imaginer représenter ces deux fonctions simplement sous la forme des deux vecteurs qui sont ici. Comme cela. Avec un angle de 90 degrés, sachant que ça, en fait, ça tourne dans le temps. D'accord? Ça tourne en fonction du temps. En fait, c'est ce schéma, mais pour
la facilité de la compréhension, on va simplement se limiter à l'observer à t de 0, puisque c'est simplement, en fait, on va pas regarder ça dans la rotation constante du truc. On va s'arrêter, on va arrêter le temps et on va dire, voilà, on peut simplement représenter ces deux fonctions sous la forme de deux vecteurs. Alors maintenant, interrogeons-nous sur quels sont les deux composants, parce que là on n'a que deux composants, un condensateur et une résistance. Quels sont les deux composants qui pourraient répondre à cette représentation-là? Tout ça pour comprendre pourquoi on additionne ces éléments en quadrature. Alors pour ça, il faut revenir aux fondamentaux. Si on prend une résistance quelconque, on s'en fout, et à qui on vient appliquer ici une tension alternative à l'entrée, il va forcément naître à l'intérieur un courant. Si cette tension ici est alternative, elle a cette forme-là, on va dire à peu près, comment est le courant? Le courant, il va tout simplement suivre la résistance selon la fonction U égale RI. Donc il va être comme cela. Ici, il n'y a pas d'écart de phase. C'est ce que l'on avait d'ailleurs à haute tension. Il n'y avait pas de différence de phase. On avait les deux sinusoïdes qui démarraient en même temps. Donc on peut dire que dans une résistance, je vais l'écrire ici, U et I sont en phase. Parce qu'on a 0 degré. Tiens, on commence à voir. En haute fréquence, on a tendance quand même à plutôt être sur le régime de la résistance qui est là. Si on a un condensateur, alors là c'est plus difficile à le comprendre en régime sinusoïdal. Donc on va plutôt travailler en disant ici je viens appliquer un échelon, enfin une tension continue. Alors ici, on va considérer une première hypothèse, parce qu'il faut travailler avec des hypothèses de départ. On va considérer dans notre hypothèse que le condensateur C est déchargé. Ce condensateur-là est déchargé. Qu'est-ce qui va se passer au moment où on va venir refermer ce switch ici? On va établir un courant. À ce moment-là, il va naître dans ce circuit un courant. Comme le condensateur est déchargé, il va se comporter au départ, évidemment, le temps qu'il se charge, il va se comporter au départ comme un court-circuit. Quelle tension a-t-on aux bornes d'un court-circuit? 0 volts. Donc on peut tracer ici une courbe. Voilà. Là, au départ, le courant va monter, va s'établir très rapidement. Et la tension, elle, est égale à 0. Progressivement, ce condensateur ici va se charger. Donc le courant va avoir tendance à diminuer. On va dire. Et la tension va monter aux bornes du condensateur. Donc ici on a 0, là on a T. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ici? Qu'est-ce qui arrive en premier? Le courant. Le courant est en avance sur la tension. On voit bien ici. Or, si on regarde ces courbes-là, en fait, par exemple ici, là on a la tension et là on a le courant. Ça représente exactement le comportement du condensateur qui est derrière moi ici. Donc on peut dire que dans un condensateur, le courant est en avance sur la tension. Il faut immortaliser ça. Dans une résistance, tension et courant sont en phase. Et dans un condensateur, le courant est en avance sur la tension. Alors si maintenant on observe ici ce circuit, là on a un courant I, dont on voit que finalement le courant ici n'est jamais que la tension d'entrée divisée par l'impédance, impédance que l'on ne connaît pas encore. Mais comment peut-on trouver cette impédance, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas additionner ces deux éléments, et je vous ai dit qu'il fallait les additionner en quadrature. Mais si on revient sur ce schéma-là, il est parfaitement possible maintenant de représenter ici la résistance, parce que dans la résistance, on a ici 0 degré de déphasage, donc on représente la résistance à l'horizontale, pour le coup, parce qu'on est sur un circuit avec une seule maille, et l'on peut représenter le condensateur, ici,
c'est à la verticale, puisqu'il correspond finalement à la courbe d'un déphasage du courant en avance sur la tension, ou de la tension en retard sur le courant, ça dépend comment on voit le problème. Donc on peut parfaitement représenter ces deux éléments comme cela. À partir de là, à partir de ce schéma-là, peut-on déduire l'impédance, la fréquence de coupure et le comportement de fréquence et le comportement en phase du filtre? La réponse est oui. Commençons par l'impédance. Comment calculer cette impédance ici? Cette impédance, c'est très facile. Qu'est-ce que l'impédance? Finalement, l'impédance, ça n'est jamais que l'intersection. Voilà ce qu'est l'impédance. L'impédance, c'est le vecteur qui est ici. Comment calculer ce vecteur? Ça, c'est d'une simplicité biblique. Il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Mais avant ça, on sait qu'un condensateur ici, sa réactance, c'est 1 sur C oméga. 1 sur C oméga. Donc on va reprendre nos deux hypothèses de travail de là-haut. Si oméga égale 0, si oméga égale l'infini. Si oméga égale 0 ou tend vers 0, c'est-à-dire que la fréquence est basse, on a vu que si la fréquence diminue, ici, l'impédance en ohm augmente. Donc cette longueur-là, si oméga égale 0, elle va être très grande. 1 sur C oméga. Alors du reste, vous pourriez très bien tracer ça à l'échelle, avec un papier millimétré ou une double décimètre, et calculer et mesurer simplement graphiquement l'impédance. Quoi qu'il en soit, on constate déjà que si la fréquence est très proche de 0, cette valeur-là est très grande. En conséquence de quoi, l'impédance, ici, Z', augmente. Ce qui veut dire que l'impédance vue d'ici change avec la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'impédance est faible, plus la fréquence est basse, plus l'impédance est haute. Ça, c'est mathématique. C'est physique. Pour l'instant, on n'a même pas écrit une équation. Donc, pour connaître cette longueur qui est là, il faut simplement appliquer le théorème de Pythagore qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des côtés. Donc, quels sont les carrés des côtés? C'est R et 1 sur C oméga. Donc, on peut très bien écrire que le carré de l'impédance est égal à 1 sur C oméga au carré plus R au carré. Et donc l'impédance, par le fait, est simplement égale à la racine carrée du condensateur ici et de la résistance. Voilà, c'est simplement ça, additionné en quadrature. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement ça. Donc je vais réécrire là-haut l'impédance du condensateur, l'impédance du circuit vu de l'entrée. Z est égal à racine carrée de 1 sur C oméga au carré plus R. Donc déjà, on vient de trouver l'impédance du circuit en fonction de la fréquence. Donc là, il suffirait, bien sûr, en fonction des fréquences, vous pouvez tracer une courbe à la main ou sur un tableur, enfin peu importe. Donc on a fait ça. Peut-on déterminer cet écart de phase? Mais bien sûr qu'on peut déterminer cet écart de phase parce qu'en fait, on vient même de le dessiner directement sur le tableau. Si oméga égale 0, on a vu cette longueur, la réactance du condensateur va être très grande. Donc, l'impédance augmente, mais la phase n'est ni plus ni moins que cet angle ici. On voit bien que quand on est en basse fréquence, la phase a tendance, on peut imaginer si on prolongeait cette courbe plus bas, on a tendance à rapprocher cette phase de 90 degrés. Et c'est exactement ce qu'on avait trouvé avec l'analyse qualitative du filtre. Par contre, quand oméga est très grand, c'est-à-dire quand la fréquence est très élevée, la réactance du condensateur, dans ces cas-là, elle est très faible. On va avoir quelque chose comme ça. Donc l'impédance ici va avoir tendance à être plus faible, mais elle va avoir tendance à se rapprocher du 0 degré. L'angle va avoir tendance à se resserrer quand la fréquence augmente. Ce qui est ce que nous avons trouvé avec la mesure. La mesure, on a vu, quand on avait 50 kg, qui est une haute fréquence, on est relativement égal à 0. Bon,
Il est donc à partir de là possible de dessiner, on va dire, ce filtre-là. Alors, ce filtre, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'il a maintenant? Eh bien, il va y avoir, on va partir à 0 Hz et on va aller à plus l'infini ou en haute fréquence, on va dire, peu importe. Bah, il va démarrer comme cela. Et la phase va partir. Ici, on sera à 1, hein, comme on a vu. On ne dépassera jamais 1. Ce qui est normal, puisque ce n'est pas un filtre actif. Donc le rapport S sur E ici est égal à 1. Mais la phase, si on considère ici que sur ce même truc, on dessine la phase à 90 degrés. En basse fréquence, on est à 90 degrés. En haute fréquence, on est à 0 degrés. D'accord ? Donc la phase va avoir tendance à faire ça. Voilà, ça c'est la réponse en phase. Ici. Si vous le traciez, ça correspond simplement à la rotation qu'on vient de voir ici. Alors maintenant, peut-on trouver, à partir de ça, la fréquence de coupure d'un filtre, puisque généralement on définit cette fréquence à 3 dB. Alors vous allez lire, vous pourrez lire parfois sur le web un nombre incalculable de contre-vérités concernant les fréquences de coupure des filtres. On a défini la fréquence à 3 dB et je vais vous montrer pourquoi, parce que ça découle directement. Correctement, donc on a compris, R, et sur cet axe on va représenter 1 sur C oméga. Donc on a compris pourquoi la phase finalement passait de 0 degré en haute fréquence à 90 degrés en basse fréquence. Il y a bien un moment donné, sur une fréquence particulière, oméga égale 2πf, d'accord? Il y a bien une fréquence particulière, forcément, dans laquelle ces deux segments de droite vont avoir la même longueur. Forcément. Il va arriver un moment donné où cette valeur va augmenter jusqu'à atteindre exactement la même valeur en ohm, ici de part et d'autre. Et à ce moment-là, on va avoir un carré. Ici, on aura un angle à 45 degrés. Quand l'angle sera à 45 degrés, ça sera exactement la même valeur. Qu'est-ce que l'on pourra écrire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut écrire pour trouver cette fréquence? On peut écrire que cette fréquence, c'est quand R est égal à 1 sur C oméga. Quand R égale 1 sur C oméga, ici, R égale 1 sur C oméga, les deux longueurs sont égales. Bon alors maintenant, comment trouver la fréquence? C'est facile. Il suffit d'écrire R égale 1 sur C oméga. D'accord? RC oméga est égal à 1. Donc oméga est égal à 1 sur RC. Ça, c'est la formule que vous trouvez partout, dans tous les manuels, qui vous indique la fréquence de coupure. C'est-à-dire que si maintenant on fait la fréquence, ça n'est jamais que 1 sur 2π RC. Or, à ce moment-là, on va avoir une phase à 45 degrés. Ça, c'est la fréquence de coupure du filtre. C'est quand les deux segments, ici et là, sont rigoureusement identiques. C'est-à-dire quand la valeur de ce condensateur qui est là, ici, et la résistance ont exactement la même valeur à une fréquence particulière que l'on va déterminer. C'est tout simplement pourquoi cette formule sort de là. Déjà, on va s'interroger, quelle est la valeur de l'impédance? Quelle est la valeur de l'impédance quand 1 sur C oméga égale R, c'est-à-dire à la fréquence de coupure du filtre. Ben ça c'est facile puisqu'il suffit d'écrire, on va y réécrire 1 sur C oméga au carré plus R au carré est égal à Z au carré. D'accord? Ici,
comme c'est la même valeur, on va remplacer ça par ça. On va écrire r au carré plus r au carré est égal à z carré. Donc z est égal à racine carrée de r au carré plus r au carré. Ça, si on simplifie ça facilement, on peut dire que z est égal à 2 r au carré racine. Ce qui veut dire que z, à ce moment-là, est égal à racine carrée de 2 que multiplié r. Donc ça, la valeur ici, c'est racine carrée de 2 r. Voilà la valeur de l'impédance ici. Alors, fort de ce que l'on vient de découvrir ici, c'est-à-dire quand les deux segments sont identiques et que l'on a un déphasage de 45 degrés, peut-on connaître la sortie du filtre à la fréquence de coupure? La réponse est oui. Et on peut le retrouver facilement. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une tension, donc on a un courant qui naît dans ce filtre. Et comment exprimer ce courant? Ce courant, tout simplement, c'est la tension d'entrée divisée, ici, par l'impédance. Ça, c'est égal au courant. Mais le courant, puisqu'on n'a qu'une seule maille, là, ce que l'on voit ici, c'est aussi égal à la sortie divisée par la résistance. Donc on va enlever ça, parce que ça ne nous intéresse pas, on fait tomber le courant. Donc là, on va écrire, à ce moment-là, ER égale Z S, on recherche S sur E, le rapport S sur E, d'accord. Donc, on peut dire que ER sur Z est égal à S, et si je veux chercher S sur E, c'est simplement égal à R sur Z. D'accord? Alors maintenant, quelle est la valeur de cette sortie? Ben, c'est très simple, il suffit de venir mettre ça, puisqu'on connaît la valeur de l'impédance, on connaît la valeur de Z. Z, ça n'est jamais que racine de 2 R. Ça, c'est quand on est à la fréquence de coupure. Or, là, on peut enlever ça, et le rapport S sur Z est tout simplement égal, S sur E, pardon, le rapport est tout simplement égal à 1 sur racine de 2. C'est donc égal à 0,707 à peu près. Alors si on exprime ça maintenant en log, ce que l'on appelle en dB, si on fait 20 log de racine de 2, on obtient moins 3 dB. Donc ici, à la fréquence de coupure, on est à moins 3 dB quand on a 1 sur RC égale oméga. Voilà pourquoi on fait les filtres, pourquoi on fait des bandes passantes plutôt à 3 dB. Bon, ça, sachant qu'ici on a... Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller au laboratoire et on va calculer la fréquence de coupure, sachant qu'on a 10 nanos et 10 kg. Alors, la fréquence ici de coupure dans laquelle on va avoir une phase qui va être à 45 degrés et on va avoir 3 dB ou 0,707 fois l'entrée, on va dire, si on est en linéaire, la fréquence de coupure, ça n'est jamais que 1 sur 2 pi RC. Donc là, le R, c'est 10 puissance 3. Ici, c'est 10 puissance moins 9, puisqu'on est à 10 nano 10 kg. Ça fait donc 1 sur 2 pi, facteur de 10 puissance moins 6. Bon, comme ça, ça va nous donner quelque chose de l'ordre de 1,5 kHz. Donc on va aller avec le générateur, on va faire la mesure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder une fois que l'on a vu qu'on était parfaitement conforme à ce niveau-là, on va maintenant calculer la fréquence de coupure. Alors je l'ai déjà faite, ici la fréquence de coupure, je l'ai fait sur Excel, ça va beaucoup plus vite.
Et on voit que la fréquence de coupure, c'est 1589 Hz, quelque chose comme ça. Ça correspond en fait précisément à 1 divisé par 2pi, multiplié par 10 kΩ, multiplié par 10 nano. Et ça nous donne 1589 Hz. Alors comme il y a de la dispersion ici, on peut voir, enfin on peut imaginer qu'il y a de la dispersion du fait de la tolérance des composants, c'est pas forcément évident d'avoir la fréquence exacte. On va voir ce que ça donne au scope. Je vais rentrer 1589 Hz dans le générateur de l'oscilloscope. La phase du signal est à peu près à 45 degrés, 45.7. Bon, on n'est pas tout à fait calé sur la fréquence. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va mesurer les valeurs en dB. Et on voit qu'on est ici à 10.9 dB, 7,69, ça fait à peu près 3 dB, 3 dB. Donc on est presque calé sur la fréquence. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça confirme nos résultats à la fois en termes de phase, mais aussi en termes de fréquence de coupure. Donc tant que c'est pas des trucs de précision, alors on pourrait évidemment retuner ça pour le recaler correctement. Bon, ça c'est histoire, ce serait histoire d'être absolument. Donc, ce qu'on a étudié ici, là, c'est ce filtre-là. Où là, on postule l'idée que, on a postulé pour l'instant, l'idée qu'ici il n'y avait pas de courant. Pour remplir cette condition de ne pas avoir de courant qui va circuler dans la triode, bon, ici on avait environ 1,2 volts, hein, je crois, sur la cathode. Pour remplir cette condition, il faut que le signal qui va rentrer à l'entrée ne dépasse pas 1,2 volts. Pourquoi? Parce que si on reprend la caractéristique d'une triode, je vais la dessiner comme ça, et à droite de charge, qui est cette résistance ici, R. Quand on a polarisé le tube, on l'a polarisé de façon à ce qu'il ait 1,4 volts ou 1,2 volts, enfin peu importe, ici. C'est-à-dire qu'au repos, ici, on a un courant, une tension, qui nous amène 1,2 volts sur la cathode du tube. Mais, si je viens entrer ici un signal alternatif, comme cela, qui vient dépasser cette valeur-là, je vais avoir une tension plus élevée. D'accord ? Que 0 volts. Je vais donc, ce que l'on appelle, entrer en courant gris, c'est-à-dire que je vais rentrer ici du courant à l'intérieur de la triode. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on fait entrer la triode en courant gris? Quand on fait rentrer la triode en courant gris, c'est simplement qu'on a dépassé les limites que j'ai indiquées sur le schéma qui est là. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, ce filtre qui est ici ou là, c'est pareil, on l'a représenté comme cela, et on a considéré que par rapport à l'entrée, la sortie qui était là, il n'y avait pas de courant. Seul petit problème, si la source qui est ici vient excéder la valeur de la tension de la cathode, ici, le tube qui est là, va consommer du courant, puisqu'on va avoir un courant qui va passer dans le tube. Alors il faut savoir que si, en principe, il n'est pas d'usage de faire entrer les tubes comme cela en courant gris, ça n'empêche pas que ça arrive. Ça arrive tout simplement si ici vous saturez l'entrée, si vous mettez une tension trop élevée à l'entrée du tube, vous allez rentrer en courant gris. Si ce tube-là monte trop en tension, il va venir faire du courant gris sur la triode de sortie. Alors ça, c'est quoi la conséquence de ça? À partir du moment où on a un courant et une tension ici, on va mettre IG qui est un courant gris, IG un courant gris. Si j'écris S divisé par le courant gris, ça va nous donner, on va dire pour l'instant, une impédance, hein, on va dire, quelconque. Parce que là, comme vous allez tirer du courant, vous allez pouvoir symboliser ça. On va le symboliser comme ça. On va symboliser cette triode entrant en courant gris tout simplement par une résistance. En conséquence, le filtre va se retrouver donc avec sa résistance
Et ici, en parallèle, la triode, qui va se comporter comme consommant du courant. Donc ici, vous allez mettre deux impédances en parallèle, en conséquence de quoi vous allez diminuer la résistance ici. Puisque, évidemment, la somme des deux résistances, ça va faire la résistance de gris, enfin la résistance, plus l'impédance de la triode, multiplié par l'impédance de la triode. Voilà, c'est ça que ça va nous représenter. On va venir mettre ici. Voilà. Quelle va être la conséquence de venir ajouter une résistance à ça? C'est que si on avait une fréquence de coupure, par exemple, voilà, en l'occurrence, on l'a fait à 1500 Hz, mais peu importe. Si on a la fréquence de coupure qui est là, quand ce tube qui est ici va rentrer en courant gris, vous allez décaler la fréquence de coupure du filtre. Application de ça. Conséquence de quoi? L'entrée du tube en courant gris va vous affecter immédiatement la réponse en basse fréquence. C'est mathématique, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Le seul moyen d'éviter ça, c'est que vous n'ayez pas de condensateur de liaison quand le tube rentre en courant gris. Mathématique, si vous avez un très fort niveau à basse fréquence, ben vous allez déplacer la fréquence de coupure parce que vous allez consommer du courant à la sortie de ce filtre. Voilà, là on a fini. On a fini pour cet épisode Kugloff, si j'ose dire, concernant le filtrage du premier ordre. Prochain épisode, on va parler de ça, du découplage ici, qui a exactement la même équation, la même fréquence de coupure, mais on va regarder, ça va affecter aussi le gain de la triode. Et on en aura fini, il ne restera plus qu'à traiter le transformateur.